Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti sur une vidéo, une news, mais news forte et lourde. Parce que là, c'est de la grosse news, mais grosse ne veut pas forcément dire bonne. Donc, je vous en dis pas plus cette fois, je vous fais un peu mijoter le suspense. Vous allez voir ça en cours de route. Je vous emmène sur mon PC et c'est parti pour les news. Alors aujourd'hui, on a toujours une légère petite augmentation, tout doucement, sur le BTC, mais il n'y a rien de spécial à dire. Alors faut noter quand même qu'il y a des belles mèches, hein. Mais le week-end, c'est normal en fait. Le week-end, le samedi et le dimanche, allez, dans 8 cas sur 10, il se passe très peu de choses. Donc là, on remonte, on est, c'est possible encore, hein. Le scénario V-bottom est encore possible. Là, je parle pour Mensauer qui regarde cette vidéo. Le scénario V-bottom est toujours possible. Est-ce qu'il va se déclencher? On n'en sait rien, mais en tous les cas, pour l'instant, on peut rien dire. Donc là, on voit qu'on a touché, on a fait un excès de marché. Est-ce qu'on va venir continuer dans les 30-28 ou est-ce qu'on va reprendre ou est-ce qu'on va attendre un petit peu avant d'y aller? Pour l'instant, on travaille une zone. Donc tant qu'on travaille une zone, on peut faire aucune réponse. Donc tant qu'on peut faire aucune réponse, malheureusement, on est obligé d'attendre. Donc là, on attend. Ça compresse un petit peu. La volatilité, on a une grosse volatilité, maintenant on compresse un petit peu. Il y a quand même des mèches. On voit que ça bouge quand même, hein. Il y a des effets de combat entre acheteurs et vendeurs. Première news, et je pense qu'elle est plutôt bien, c'est Nayib Bukele. Une fois n'est pas coutume, là il est très actif. En ce moment, il est très chaud. Je sais pas ce qu'il mange le matin au petit-déj, mais en tout cas, Nayib Bukele, président du Salvador, est très chaud. Donc là, il nous fait un tweet, il nous dit il y a plus de 50 millions de millionnaires dans le monde. Donc là, sur Twitch, on est 160. Les personnes qui regardent la vidéo, vous êtes peut-être 1500 ou 2000. Eh ben, j'espère que vous faites partie de ces 50 millions de millionnaires. Et si vous n'en faites pas partie, j'espère que vous serez les prochains sur la liste. Donc, ceci est un constat. Il y a 50 millions de millionnaires dans le monde. Et il nous dit, imaginez que chacun d'eux décide qu'il devrait posséder au moins un BTC. Qu'est-ce qui se passerait? C'est ce qu'il nous demande, ce qu'il pense, monsieur Nayib Bukele. Et il vous dit, il n'y en aura que 21 millions au total à la fin, et il n'y en aura pas assez pour la moitié d'entre eux. Donc une augmentation gigantesque des prix n'est qu'une question de temps. Ok? Eh ben, je lui souhaite qu'il ait raison à monsieur Nayib Bukele. Eh ben, une augmentation gigantesque des prix n'est qu'une question de temps. Une augmentation gigantesque des prix n'est qu'une question de temps. Voilà, on essaye. En fait, on se le répète plusieurs fois. Parce qu'on m'a expliqué un jour que si on se dit 1000 fois un mensonge ou 1000 fois une phrase, à la fin on pense que ça va devenir la vérité. Donc nous on se souhaite que ça va devenir la vérité, on essaye d'attirer les ondes positives et on espère qu'elle aura lieu comme le pense Nayib Bukele. Sinon aujourd'hui j'aimerais vous parler de Wonderland, la DeFi Wonderland. Donc la DeFi Wonderland, alors j'ai trouvé un article qui est bien. Et une fois que je vous aurai parlé de l'article, je vais compléter l'article, si vous voulez. Je vais essayer de faire moi aussi un petit peu le job de journaliste. Mais en gros, Wonderful Land, c'est quoi? C'est un projet DeFi. Ok, c'est un projet DeFi, en gros, qui vous propose de mettre des fonds dans la DeFi, moyennant des fonds. On va dire ça comme ça. Moyennant un pourcentage. Donc là, c'est un peu tout le système de fork DAO qui a été orchestré par Ohm, notamment. Et qui a eu lieu, et puis après il y a eu plein d'autres forks quand des gens ont réussi à gagner des millions. Alors il y a toujours quelques gagnants, hein, mais il y a aussi beaucoup de perdants, ça beaucoup de gens oublient de le dire, mais à la limite c'est pas trop grave. C'est des projets qui vous permettent des taux de rendement alléchants, on va dire ça comme ça. Donc là, en l'occurrence, celui dont je vous parle, qui s'appelle Wonderland, et s'il vous plaît, si j'ai un conseil d'amis à donner, c'est restez loin de ce projet-là. D'ailleurs regardez bien, s'il vous plaît, la page d'accueil, on dirait un film d'horreur le truc. Mais c'est bien parce que vous allez comprendre là où je veux en venir. Puis le logo il fait flipper, on dirait quelqu'un qui tombe par terre. Oh. Enfin bon voilà, bref, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que c'est un projet qui vous permet de mettre des fonds dans la DeFi et en moyennant un taux d'intérêt. Et là le taux d'intérêt c'est 82 345% annuel. Donc quand on vous propose un 82 000% annuel, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, posez-vous la question, d'où vient l'argent? Ok? Parce que proposer un 82 000% annuel, ça peut marcher, mais ça dure qu'un temps. Et de toute façon, il est aussi fonction des fonds qui viennent dans ce type de protocole-là.
Alors, je vais pas vous parler de comment fonctionne le concept d'un fork DAO, mais on va juste étudier ce qui se passe là, parce qu'il y a une news énorme sur Wonderland, et vous allez voir qu'il y a eu de l'argent qui a été volé. Hein. Donc faites gaffe sur les forks DAO, parce que ça peut partir en sucette, et moi je vais aller plus loin que juste l'analyse de ce qui s'est passé, et vous allez voir que qu'est-ce qui aurait pu arriver derrière. Et ça a failli arriver, et c'est loin d'être un truc anecdotique, c'est très très grave. Donc je vous montre. Merci à Cryptost, très bel article. Hein. Donc là, ils ont lancé en septembre 2021, il y a un gars qui s'appelle Daniele Sestagali. Donc ce gars-là, il est connu pour faire des forks, et il est connu pour créer des systèmes DeFi et pour faire des succès, de projets, donc des projets à succès dans le domaine de la DeFi, avec une communauté qui met des flux, des gros flux de TVL qui vont jusqu'à des milliards de dollars, etc. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un succès. Sauf que là, il s'est associé à un gars, et ce gars-là, il s'appelle 0x Saifu. Il s'appelle Saifu. Et en fait, lui, Saifu, alors, sous ce nom-là, on le connaissait pas, mais maintenant on le connaît sous ce nom-là. Mais en fait, ce gars-là, c'est un ancien qui avait déjà arnaqué des gens. Et c'est un ancien qui vient d'un exchange, donc un exchange, un sexe, hein, si vous voulez, centralisé. Et déjà, à l'époque, il avait volé de l'argent. Donc en fait, je vais essayer de vous retrouver. Voilà, il est là. Il était cofondateur de l'exchange Quadriga CX. Donc le gars, c'est un scammer. Donc, il est cofondateur de l'exchange Quadriga CX. Donc si vous voulez faire vos recherches, allez voir ce que c'est Quadriga CX. Et en fait, c'est un exchange qui a disparu aujourd'hui. Et cet exchange-là, en fait, le mec, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, venez acheter du BTC sur ma plateforme et tout. Il a pris la monnaie, il s'est tiré. En gros, c'est ça. Et il a fui. Donc, on connaît son nom. Hein. Il s'appelle Gérald. D'ailleurs, il y a un accent. J'espère qu'il n'est pas français. Ça nous ferait une mauvaise pub. Gérald Cotton. Et il aurait fui. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais il aurait fui avec 170 millions de dollars. Donc ça, c'était en 2019. Donc, a priori, c'est un Canadien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un accent sur son nom. Je vois dans le chat, c'est un Canadien, c'est un Canadien. Yes, exact. Donc, Gérald Cotton, si vous voulez, lui, donc il s'est barré avec la monnaie. En fait, il est lié directement à ce gars-là. Et en fait, son nom, c'est Patrine. Le nom de 0x Saifu. Et ça, c'est le cofondateur. Donc certains me disent il est mort, certains me disent il n'est pas mort. Oui, bah, s'il a disparu, peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. Mais en fait, lui, Gérald Cotton, c'était le cofondateur. Et qui est le deuxième cofondateur de cet exchange qui s'est tiré avec la monnaie? C'est un gars qui s'appelle 0x Saifu. Et Saifu, en fait, son vrai nom, là, c'est Patrine, ou Patrin. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc en fait, si vous voulez, il a déjà un passé, là, en 2019, il a arnaqué des gens, et pas qu'un petit peu. Et là, rebelote, donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc là, il est encore cofondateur, il n'a pas fait ça tout seul. Il est cofondateur avec Daniele Sestagali. Donc j'imagine que c'est un Italien, Daniele. Donc j'imagine que c'est un Italien. Et du coup, lui, par contre, il avait une plutôt bonne presse. Bon, maintenant, ça vient directement entacher son pédigré. Mais en gros, si vous voulez, il s'est allié à lui pour faire ce projet-là. Et en fait, il a expliqué. Donc c'est un projet DeFi où vous bloquez de la monnaie. Et quand vous bloquez de la monnaie, derrière, vous récupérez un taux d'intérêt, etc. Et cette monnaie-là sert à alimenter d'autres plateformes DeFi. En fait, ils appellent ça, si vous voulez, un protocole de réserve décentralisé. Donc, El Famoso DAO, c'est-à-dire que potentiellement, c'est la communauté qui décide. C'est sur le réseau Avalanche. C'est sur la plateforme, c'est sur la blockchain Avalanche que ça se fait. Et en fait, si vous voulez, lui, il avait déjà eu des succès dans la DeFi, donc Sestagali, et il avait plutôt une bonne presse. Sauf que l'autre gars, en fait, ce qui est perturbant, c'est qu'en fait, Daniele Sestagali, en fait, il a su, il y a un mois, que 0x Saifu, c'était le scammer de l'exchange canadien qui avait pris la monnaie et qui s'était barré avec la monnaie. Donc en gros, qu'il s'était allié avec un scammer, avec un arnaqueur, un voleur si vous voulez. Et en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Enfin, qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter? Donc moi, je vous le dis, là il n'y a pas le tweet, mais je vous le dis. Et en gros, il a dit sur Twitter, il a dit oui, mais j'ai su il y a un mois. Donc il a su il y a un mois, mais il l'a dit à personne.
pour un projet DAO où c'est censé être la communauté qui décide, c'est raté. Donc je vois Podcabot, salut à toi qui vient d'arriver sur le chat. Donc là déjà pour un projet DAO c'est raté. Puisque c'est censé être la communauté qui décide, la communauté doit être au courant des éléments les plus importants. Donc il a appris il y a un mois que la personne avec qui il s'est associé, c'est l'un des plus gros voleurs limite de l'histoire. Le mec, si tu le retrouves, il y en a certaines personnes qui auront envie de le tuer. Et du coup, il a appris ça il y a un mois, mais il l'a dit à personne. Donc ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire qu'il sait qu'il travaille avec un voleur. Et sur Twitter, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit oui, mais je lui ai donné, quand j'ai su ça il y a un mois, je lui ai donné sa chance parce que on peut pardonner ce qu'il a fait dans le passé en espérant que ce qu'il va faire dans l'avenir, ce sera que du bon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, là, il y a eu un problème. En fait, il y a eu une grosse baisse de prix sur sa crypto qui s'appelle, je sais plus comment, ouais, voilà, c'est ça, c'est le WMMO. En fait, il y a une grosse baisse de prix. Et quand il y a des grosses baisses de prix sur des protocoles DeFi, en fait, si vous voulez, comme il y a des personnes qui ont un ratio de liquidité, quand on prête, quand on emprunte, quand on met dans des poules de liquidité, etc., qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix, il a chuté très fortement sans aucune raison spécifique. Et qui a en fait amené à une cascade de liquidation. Donc ça veut dire que tous les gens, la communauté qui utilise le protocole de manière bienveillante ou de manière légale, correcte, si on peut dire, en fait, ils se sont fait rect. C'est-à-dire qu'ils se sont fait liquider, leur monnaie a disparu, et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, qu'est-ce qu'on s'est aperçu de quoi ? C'est que, en fait, vous avez eu une baisse de moins 50%, mais attention, hein, la baisse de moins 50%, elle s'est fait en peut-être 1 heure ou 2, un truc comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand, du coup, il y a des petits malins qui ont essayé de creuser, et quand ils ont trouvé le wallet de 0xSaifu, donc ce fameux scammer qui avait déjà volé des gens en 2019, on s'aperçoit qui était El Famoso directeur financier, hein. Directeur financier, c'est souvent comme ça, hein. Le directeur financier qui se barre avec la caisse, vous savez. Et donc du coup, je rigole, c'est pas drôle bien entendu, mais c'est le rire nerveux, on va dire. Mais du coup, on s'est aperçu qu'au moment de cette cascade de liquidation où tout le monde se fait démonter, on s'aperçoit que le wallet du directeur financier, il est bizarrement passé de 45 millions à 450 millions de dollars. Avant de se vider et de retomber quelques heures après à 200 millions de dollars. On voit qu'il y a une manipulation de marché. Et comme il y a une manipulation de marché, et que à ce moment-là, écoutez bien, à ce moment-là, parce que quand c'est arrivé, en fait, vous avez la baisse de prix de moins 50%, mais vous ne savez pas ce qui se passe, en fait, si vous voulez. Et quand vous commencez à creuser, et vous apercevez que dans ce protocole-là et dans ce protocole-là, il y avait beaucoup de monnaie, hein. On parle de plusieurs milliards de dollars. En fait, si vous voulez, dans ce protocole-là, on s'aperçoit qu'il y a un scammer, qu'est-ce qui se passe ? Et tout le monde se tire, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà en gros ce qui s'est passé, et du coup il y a eu des baisses de prix sur tous les tokens dont Daniele Sestagali est lié. Puisque du coup, alors là ils disent que c'est pas le seul projet qui a souffert dans cette affaire, mais il y a aussi le token ICE et le token SPEL. Évidemment c'est les projets où travaille Sestagali. Et Sestagali il y est peut-être pour rien, peut-être qu'il est innocent, mais il y a un mois, il le savait. D'ailleurs ils ont bien fait le job, ils l'ont mis là, le tweet de Sestagali, il a dit, ils l'ont mis entre guillemets, on lui donne une seconde chance. Mais dans ce cas-là, c'est pas Sestagali qui aurait dû décider. Il aurait dû demander à la communauté, El Famoso Fork DAO, hein, DAO, Decentralized Autonomous Organization. Donc ça veut dire que c'est une organisation qui est censée être décentralisée. Donc une question grave comme ça, on fait voter la communauté. Donc lui, il savait il y a un mois, il n'a rien dit à la communauté, il a décidé de lui-même, de lui donner une seconde chance. Donc niveau décentralisation, c'est pas génial. Et du coup, en plus c'est le directeur financier, hein, scammer. Bon, enfin bref, c'est-à-dire qu'il avait la main sur les trucs. Et du coup, il a été démis de ses fonctions, le scammer. Et par contre, c'est Sestagali, il essaye de recoller les morceaux comme il peut. Il a assuré que l'ensemble des fonds serait restitué. Donc là, c'est carrément c'est une manipulation de marché pour enrichir les détenteurs du projet, en l'occurrence le détenteur du projet qui s'appelle Saifu. Et Saifu, en gros, alors là, on sait pas. Alors là, dans le chat, on me dit, ouais, c'est Sestagali, c'est un complice, c'est tout.
Peut-être que c'est un complice. Moi, j'accuse personne. J'estime que pour accuser quelqu'un, il faut des preuves. Peut-être qu'il est complice, c'est tout à fait possible. En tout cas, il le savait. Et il l'a dit à personne. Ça, c'est des faits. Par contre, est-ce qu'il est complice? Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Pour prouver qu'il soit complice, il faudrait apporter des preuves. On est en France. Alors, aux États-Unis, tu pourrais dire ça, DWRZ13, parce que la juridiction aux États-Unis, elle dit que c'est au coupable d'apporter la preuve. En France, on a la présomption d'innocence. Ok? Tant qu'on ne vient pas apporter la preuve, on est innocent. Donc, nous, on est en France, donc on peut présumer qu'il soit innocent tant qu'on n'aura pas apporté la preuve, malheureusement. Bon, enfin bref, je suis pas là pour le défendre, je m'en fiche un peu. En tout cas, moi je dis, n'allez pas dans ce truc-là parce que le risque, vous voyez le truc. Et donc ça, c'est les faits, ce qui s'est passé. Et maintenant, moi je vais aller un petit peu plus loin que l'article en vous disant qu'il y a eu d'autres perturbations. Et ça, il y a un peu moins de gens qui le disent. Au moins, je peux apporter une plus-value et j'espère que ça vous plaira. Qu'il y a eu aussi, du coup, tout le protocole. En fait, il y a eu une contagion. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une contagion de peur dans tout l'espace de la DeFi. Et vous avez des stablecoins qui ont été unpeg. En fait, des stablecoins, c'est-à-dire qu'un stablecoin, son rôle en dollars, donc style USDC, USDT, tout ça, un stablecoin, son rôle, c'est d'être toujours à 1 $. Sauf qu'il y a des stablecoins DeFi. Il y a des stablecoins, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dérivatifs. En fait, vous avez des protocoles qui assurent la valeur d'un stablecoin. Et vu que tout le monde a commencé à flipper, et qu'il y a plusieurs protocoles qui a commencé à se manger des moins 50%, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une contagion de peur. Et en fait, vous avez le protocole Magic Internet Money. Alors moi déjà, rien que le nom, je mets pas de monnaie là-dedans, mais bon, peu importe, à la limite, on s'en fiche, c'est le protocole Abracadabra Money. Mais là, dans le chat, on me dit tous les fork home, c'est que du Ponzi. J'y viens. Je donnerai, si vous voulez, un recul par rapport à ça. Là, je vous parle des stablecoins. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a une contagion de peur dans la DeFi, et tous les protocoles tous les stablecoins qui étaient basés sur des protocoles. Donc, par exemple, quand vous mettez une crypto qui assure le collatéral d'un stablecoin, parce que c'est ça, hein, au final. Et ben en fait, quand vous avez des grosses chutes de prix vers le bas, et ben parfois vous avez des décorrélations de stablecoin. Et ça, c'est très grave. Parce que quand vous achetez un stablecoin et qu'il y a des milliards de dollars dessus, et là on le voit par exemple, là, la capitalisation du Magic Internet Money à l'instant T, c'est 2 milliards. Donc si le truc, il se mange à un moins 10%, tout de suite, vous avez 200 millions qui sont évaporés dans la nature, qui sont perdus par le protocole. Donc c'est très grave en fait, on ne fait pas n'importe quoi. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une contagion de peur et il y a eu des gros acteurs qui ont commencé à retirer leur monnaie de la DeFi, notamment Alameda. Alameda, c'est un gros fonds d'investissement et en fait, ils avaient mis 500 millions de dollars dans ce protocole-là, la Magic Internet Money, 500 millions de dollars. Donc pour utiliser... Enfin non, c'est pas ça, je dis une bêtise. Ils avaient mis 500 millions de dollars dans une pool curve, dans une pool sur curve, et derrière, c'était directement corrélé à Magic Internet Money. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un unpeg, c'est-à-dire que le prix du stablecoin, donc vous voyez, c'était le 28 janvier, il a commencé à se décorréler. C'est-à-dire qu'au lieu de valoir 1 $, et vous voyez que le but d'un stablecoin, c'est de rester toujours à 1 $, et en fait, il y a une grosse baisse, une grosse décorrélation depuis ce moment-là, hein, depuis le 28, et vous pouvez regarder, ça s'est bien passé le 28, hein, les baisses de prix. Et en fait, depuis ce moment-là, il arrive les stablecoins, et c'est des gros stablecoins, hein, 2 milliards de dollars. En fait, depuis ce moment-là, ils n'arrivent pas à retrouver les prix d'origine. Donc en fait, il y a eu un unpeg, donc une décorrélation de prix, et en fait, il y a eu plein d'argent qui ont été perdus sur ces stablecoins-là. Donc il y a un risque. Et derrière, vous avez eu ce risque de contagion qui a été directement lié sur Magic Internet Money, mais on est passé à 2 doigts du drame, et je vous le dis, mais c'est loin d'être drôle, mais on est passé à 2 doigts du drame, parce qu'il y a eu la blockchain Terra qui a failli être impactée, et si la blockchain Terra elle est impactée, là c'est plus 2 milliards, c'est 11 milliards de dollars. Et là on est dans le top des market cap. On est dans le top, je crois qu'ils sont dans le top 20 des market cap les plus élevés dans toute la crypto confondue.
Et si vous regardez, alors là, les décorrélations, elles sont infimes. Hein. On est passé de 1$ à 0,990, mais il y a eu une peur tellement élevée, et regardez les volumes, s'il vous plaît, les volumes de 2 milliards montés à 3 milliards pour un coin qui vaut 11 milliards de dollars sur le marché. Donc la hausse phénoménale des volumes, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a retiré la monnaie. Et du coup, immédiatement, il y a eu un unpeg. C'est-à-dire que pareil pour l'UST, et l'UST, là c'est loin d'être drôle parce que tout le monde l'utilise, il est lié au protocole Terra, et je vous montre sur CoinGecko ce qui s'est passé. Et ça, personne vous le dit. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui vous le disent, ou même personne vous le dit. Mais en fait, du coup, là, vous avez le Terra qui s'est aussi effondré il y a peu de temps. Et en fait, le UST est directement lié au token Terra. Parce que derrière, il est backé par ce token-là. Et vous voyez les top 15. Et il était plus que ça, là, il y a quelques jours, parce que les volumes, ils ont eu lieu à la baisse. Donc, il y a une grosse peur. Et donc, on est passé à 2 doigts du drame. Parce que si ce token-là, il unpeg, si celui-là, il unpeg, il enclenche le deuxième, il unpeg, tout le monde flippe, tout le monde retire la monnaie de la DeFi, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une explosion généralisée des prix. Et là, les régulations, déjà que les régulations, elles ne sont pas pour les cryptos, mais si vous commencez à avoir des milliards de dollars qui sont évaporés dans la nature, je peux vous dire que du jour au lendemain, la régulation, elle va venir. Et là, les cryptos, là, c'est mort pendant un certain temps. Donc on ne se rend pas compte, mais on est passé à 2 doigts d'un drame qui est extrêmement grave. Voilà, je tiens à vous le dire, parce que c'est quand même important de prendre du recul. Et là maintenant, pour le Terra, c'est bon, hein. Il a repris sa valeur, etc. Il a subi un stress de marché, encore ça va, il n'est pas descendu trop bas. Mais on est passé à 2 doigts du drame, et c'est important de le noter. Et donc, on me demandait dans le chat, ouais, qu'est-ce que tu penses des fork home, des AO Pour moi, tout ça, c'est... Moi, je rentre pas dans ces trucs-là, si vous voulez. Parce que vous avez plus de chances de vous faire démonter que de chances de gagner. Alors, quand vous gagnez, vous pouvez gagner gros. C'est qu'en fait, là, on est dans le domaine du casino, si vous voulez. Parce que ces trucs-là, ils ont très peu d'avenir, en fait, si vous voulez. Et vous le voyez, je veux dire, vous le voyez, si tout le monde retire sa monnaie, ils sont incapables de rembourser tout le monde. Enfin, vous l'avez vu, tout le monde se fait liquider, etc. Derrière, il y a des baisses de prix sur des stablecoins, et que maintenant, tout est lié. Tout est lié, donc pour moi, je trouve que ça, c'est un risque qui est trop important. C'est ce que je dis en général, le El Famoso, le dérivé du dérivé du dérivé du dérivé. Et à la fin, vous achetez le dernier dérivé, vous pensez que vous allez gagner combien 82 000% annuel. Allez demander à un banquier de vous proposer du 82 000%. Je pense qu'il va vous regarder un peu bizarrement, il va vous dire c'est un Ponzi. Alors moi, je peux pas vous dire que c'est un Ponzi, mais par contre, moi, je rentre pas dans ces trucs-là, si vous voulez. J'ai pas de monnaie à perdre comme ça gratuitement, et je rentre que dans des trucs qui sont sérieux, quoi, on va dire. Et ok, il y a une proposition de valeur qui peut parfois être intéressante, mais c'est un fork, d'un fork. Donc les jetons, ils sont créés ex nihilo, enfin vous voyez le truc. Donc moi j'appelle à la prudence sur ce genre de mécanisme et sur ce genre de token, et j'appelle même à la prudence sur les stablecoins algorithmiques. Parce que vous voyez que si du jour au lendemain, tout le monde retire sa monnaie, derrière, vous pouvez avoir un effet en cascade. Et derrière, bon là ça va, hein, c'est pas très grave. Mais il y a quand même une décorrélation. Et ça n'était jamais arrivé. Je vous le montre. Ah, si, c'était arrivé une fois. Il y a eu une décorrélation comme ça. Mais elle était moins forte que celle qu'on a connue là. Et à mon avis, pour l'autre, qui est celle d'avant, en all-time high, là, à mon avis, ils venaient juste de le créer en 2020. Et je pense que là, ça doit être une erreur de prix. Ce qui s'est passé là. En tout cas, là, je peux pas vous dire pour ça. Mais en tous les cas, quand on le regarde en annuel, le prix, en fait, on n'a jamais eu une décorrélation aussi forte. Et on n'a jamais eu un volume aussi fort. Donc ça peut partir en sucette. D'un moment à l'autre, ça peut partir en sucette s'il y a un effet en cascade comme ça. Donc ça peut arriver. C'est des risques qui peuvent arriver. On est passé à 2 doigts du drame. Heureusement, ça va, il s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé. Tout a été reçu. Mais moi, je me pose la question, et je vous pose la question, si demain tout le monde retire sa liquidité, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ce qui va se passer. Parce que là, en fait, on crée des forks, on gagne la monnaie, on est content, etc. Le prix monte, après il chute. Mais la TVL, elle reste dans les flux. Mais si demain, les gens retirent toute la TVL,
donc c'est-à-dire la monnaie que vous avez bloquée sur ces protocoles-là, qu'est-ce qui se passe? Mais derrière, vous pouvez avoir un effet systémique. Et ça, c'est très dangereux. Donc moi je rentre pas dans ces trucs-là. On me demande, ouais, tu rentres dans le fork DAO? Non, amusez-vous avec ça. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais le risque qui est pris, il est largement surélevé par rapport à ce que vous pouvez perdre. Et dans 8 cas sur 10, il y aura des perdants. Parce qu'en fait, ça monte. En fait, si vous voulez, c'est comme le farming. À un moment, souvenez-vous, l'année dernière, quand ils avaient lancé tous les tokens Ethereum, les premiers farming sur Ethereum, et ben en fait, ils créaient des tokens de bouffe. Alors, il y avait le burger, le cookie, le frite, le kebab token, le baguette token. Il y avait tous les tokens pour dire je farm, donc j'achète à manger. Mais on est à peu près dans le même style, c'est pas la même chose, hein, mais on est dans le même style de configuration, je pense, et donc moi je reste loin de ce genre de choses. On a une belle news aujourd'hui, c'est LeBron James. Donc, Crypto.com soutient LeBron James. Donc voilà, c'est de la publicité, c'est bien, parce qu'en fait, les gros acteurs qui soutiennent la crypto, et LeBron James, il a dit quelque chose qui est intéressant. La technologie blockchain révolutionne notre économie, les sports et les divertissements. Le monde de l'art est la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Je veux m'assurer que des communautés comme celle dont je viens ne soient pas laissées pour compte, a déclaré LeBron James. Donc c'est bien. C'est-à-dire que LeBron James, il est plutôt positif envers les crypto-monnaies, et je trouve que ça, c'est quelque chose de bien. Donc voilà, après c'est une pub, voilà, il n'y a rien de spécial, c'est une pub. Ils ont sponsorisé un sportif, et je trouve que c'est bien. Après, il y a quelqu'un sur Twitter, alors les haters, tout le monde en a, moi aussi j'en ai beaucoup, j'en ai certains, des haters, mais là, du coup, je relève jamais les haters, mais là, c'est important de noter que il y a du vrai qui est dit, c'est-à-dire que vous continuez à dépenser tout cet argent avec vos partenariats, mais votre service client est toujours le pire. Bon, bah, ça, c'est comme... ça encore, ça, c'est pas grave, parce que c'est comme les acteurs de la téléphonie mobile, etc. Ça, à la limite, on s'en fiche. Mais ce qui est un peu plus grave, c'est ça, et ça, je savais pas, certains n'ont toujours pas reçu un remboursement depuis le moment où vous avez été piraté. Et souvenez-vous, ils se sont fait pirater, et du coup, s'ils payent beaucoup de monnaie pour de la pub et tout, bah, ils devraient quand même rembourser un petit peu les... Ah, il y a eu une réponse, je crois. On va lire une réponse officielle. Bonjour David, nous envoyons un message direct afin que nous puissions vous aider en conséquence pour toute demande en attente que vous pourriez avoir. Ah non, c'est un scam ça. Ah non, c'est le vrai. Assurez-vous d'inclure votre code. Ouais, en gros, ils ont pas lu, ils ont envoyé un message automatiquement. Enfin bref, donc voilà. Voilà pour la news. Et la dernière et la plus grosse des news, on va dire que c'est celle-là. Et c'est Vitalik Buterin qui a publié un billet. Donc aujourd'hui, c'est une émission très intellectuelle, hein, on va dire. Parce que là, on parle des protocoles, des trucs et tout. Donc là, c'est quand même assez poussé. Et en fait, aujourd'hui, Vitalik Buterin, il nous parle de Shared Security. Shared, enfin, je sais pas comment ça se prononce en anglais, mais moi, je la fais à la française. Shared Security. Donc, et il explique pourquoi c'est so important. Et donc, en fait, j'ai pris l'article et je l'ai lu. Et je me suis fait la traduction. Donc, j'ai traduit tout l'article, hein. On a besoin de traduction. Shared, on me dit dans le chat, shared, ok. Et en fait, il explique... donc, alors, avant de vous parler de ça, je tiens à si vous voulez en savoir plus sur la sécurité selon Vitalik Buterin, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite précédemment, où Vitalik Buterin expliquait l'avenir des blockchains. Parce qu'en fait, c'est une suite. Là, en fait, le post qu'il a publié, là, c'est carrément la suite de ce que je vous avais déjà expliqué. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pourrez aller le voir, ça sera dans la description. Mais en tout cas, là, il dit Vitalik Buterin, que si un attaquant peut attaquer la chaîne la plus petite avec une attaque 51, donc une attaque 51, c'est quand on prend... le contrôle de la blockchain pour changer les blocs. Et en fait, il explique que dans un système multi-chain, si vous avez plein de blockchains qui se connectent entre elles et qui s'échangent des flux entre elles, il explique que si la plus petite des chaînes, parce qu'en fait la plus petite des chaînes, pourquoi il dit la plus petite? Parce que la plus petite, c'est la plus facile à attaquer. Parce que pour prendre le contrôle d'une blockchain qui est petite, c'est plus facile que de prendre le contrôle d'une grosse blockchain. Et c'est normal, parce que les frais
qui vont être mis en œuvre pour hacker la plus petite des blockchains, elle est inférieure aux frais mis en œuvre pour attaquer la plus grosse des blockchains. C'est logique. Donc le prix pour attaquer, il y a qu'à me demander de me tirer, le prix pour attaquer la blockchain, en fait, il est inférieur en attaquant donc la plus petite. Donc qu'est-ce qu'ils font les hackers? Potentiellement, ils vont toujours attaquer la plus petite des blockchains. Mais vous pouvez avoir des petites blockchains, hein, par exemple, dans certains écosystèmes qui vous permettent, avec un SDK, donc un Software Development Kit, mais vous pouvez créer une blockchain assez facilement et vous gérez votre propre sécurité. Et en fait, là, il est en train de dire que si vous avez la plus petite des chains, parce qu'en fait, vous avez une blockchain qui communique avec une autre blockchain par l'intermédiaire d'un bridge. Donc ça veut dire que vous avez des tokens qui sont liés par un bridge entre les deux, et vous pouvez attaquer ou l'une ou l'autre pour prendre possession des fonds. Et qu'est-ce que l'attaquant va faire? Il va attaquer la plus petite. Et comme il va attaquer la plus petite, il dit que en gros, ça peut être une L1 indépendante. Donc L1, c'est Layer 1. Donc blockchain Layer 1, ça veut dire par exemple Ethereum, on va faire le top 10. Une blockchain Layer 1, c'est par exemple Ethereum, Binance Coin, Cardano, Solana, XRP, Terra, et pas Polkadot parce que c'est un Layer 0, ou Avalanche. En plus, il a cité Avalanche dans son article. Donc une blockchain Layer 1, c'est une blockchain qui vous permet d'installer vos applications, etc. Donc là, il dit, si vous attaquez la plus petite des chaînes qui est connectée à n'importe laquelle des blockchains en tant que Layer 1, ils peuvent tout voler. Ok? Ils peuvent tout voler. Ils peuvent voler tout. Voilà, en gros, c'est ça. Ils disent que par contre, si vous avez la plus petite des chaînes qui est une sidechain, et pour rappel, une sidechain sur Ethereum, une sidechain, c'est une blockchain parallèle, mais indépendante. Ok? Sur Polkadot, une blockchain parallèle, c'est une parachain, mais elle n'est pas indépendante. C'est ça toute la différence. En fait, une sidechain est indépendante. Donc, vu qu'elle est indépendante, sa sécurité est aussi indépendante. Et en fait, vu que sa sécurité elle est indépendante, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Vitalik Buterin qui dit que ils peuvent donc tout voler. Pour la même raison. C'est-à-dire que, alors je vous fais la traduction, mais en gros, pourquoi, si vous voulez la traduction, hop, voilà. Ils disent parce qu'ils peuvent faire un bloc qui modifie illégalement l'état pour leur donner toutes les pièces, c'est-à-dire tous les tokens. Et ensuite, ils retirent les pièces par le bridge, ils l'envoient dans l'autre sens, il n'y aura personne pour vérifier qu'ils l'envoient dans l'autre sens. Donc, en gros, ils peuvent tout voler. Ils disent, pour les mêmes raisons, la sidechain, donc la blockchain parallèle, on pourra tout voler aussi. Enfin, le hacker qui utilisera la faille 51 pourra tout voler. Et il dit, par contre, si la plus petite des chaînes, c'est un roll-up, et pour rappel, un roll-up, c'est une solution de scalabilité. Donc, un roll-up, c'est ce qu'ils appellent les ZK, les Zero Knowledge. En fait, c'est une chaîne, mais parallèle. Mais vu que c'est une chaîne qui est parallèle, qui permet une solution de scalabilité, c'est-à-dire de traiter plus de transactions par seconde, et qui sert uniquement qu'à ça, en fait, du coup, il dit que elle... alors, il n'a pas dit que c'était... Enfin, si, il a dit, elle, on ne peut rien voler. On ne peut pas la voler. Vu que c'est un roll-up, ça veut dire que vu que c'est un roll-up, et que le roll-up, lui, il est là juste pour accélérer les transactions, ils peuvent en fait retarder les transactions, mais ils ne peuvent pas les voler. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roll-up, le ZK, là, le fameux ZK ou n'importe quel roll-up, Arbitrum, en fait c'est quoi? C'est Arbitrum, Optimisme, ZK Snark, ZK Rollup, ZK Immutable, enfin tous ces trucs-là, Layer 2, ou même Polygon, en fait tous ces Layer 2-là, en fait ils peuvent pas, s'ils sont pas indépendants, alors je mets un bémol sur Matic Polygon parce que je pense que Matic Polygon c'est un cas spécifique. Matic Polygon, je pense que c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la sécurité, c'est considéré comme un Layer 1. Donc lui, il y est pas. Il est considéré dans la catégorie au-dessus. Mais en fait, il travaille comme un Layer 2, mais il fonctionne au niveau de la sécurité comme un Layer 1. Donc oubliez Matic, je viens de faire une erreur. Donc là, c'est Arbitrum, Optimisme, et tous les ZK, les rollups, tout ça, etc. En fait, ça, Damayero, c'est toi. Et en fait, ça, du coup, il dit que la sécurité, elle n'est pas partagée
par ces chaînes-là qui sont parallèles. Elle est partagée par la chaîne avec qui il communique. Donc là, en l'occurrence, Ethereum. Mais de toute façon, il donne un exemple. Hein. Je vais vous le montrer après l'exemple. Donc selon Vitalik Buterin, ça c'est bien. Donc ça, ils peuvent juste retarder les transactions, mais ils peuvent rien voler. Et ça, c'est important de le noter. Donc si c'est un roll-up, c'est sécurisé. En gros, c'est ça. Par contre, si c'est une side chain, donc blockchain parallèle, dont la sécurité étant indépendante chez Ethereum, ils peuvent tout voler. Si c'est deux blockchain layer 1 ensemble, ils peuvent tout voler. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Et donc du coup, je vais vous montrer l'exemple de ce qu'il est en train de dire. Et en fait, il vous dit que en gros, si vous avez un token, il est... salut à Deep Blue qui regarde. Si tu vois Deep Blue que si je dis une bêtise, ça sera avec plaisir si tu veux agrémenter ce que je suis en train de dire. Donc là, il est en train de dire, Vitalik Buterin, que si vous avez des jetons sur Ethereum et que vous les utilisez sur Ethereum, vous êtes en sécurité. Vous avez un haut niveau de sécurité. Si vous êtes sur Ethereum classique et vous utilisez vos fonds sur Ethereum classique, vous êtes sur un haut niveau de sécurité, mais là il met medium high parce qu'en gros Ethereum classique c'est juste un fork et du coup c'est encore ça fonctionne encore sous l'ancien modèle si vous voulez. Et Ethereum depuis ce temps-là ils ont évolué dans leur mécanisme de consensus. Il dit par contre que si vous utilisez sur la blockchain le BSV là, le Bitcoin SV, là vous avez une sécurité qui est très faible. Et là il a expliqué pourquoi. Il a expliqué parce qu'en fait, le mécanisme de consensus, c'est un proof of work, mais un peu à l'ancienne. Alors que le BTC, c'est encore autre chose. C'est un proof of work, mais un peu plus éprouvé. On va en faisant simple. Après, par contre, il dit, si vous utilisez des jetons Ethereum sur la blockchain Avalanche, là, vous avez un risque qui est fort, c'est-à-dire que vous avez une sécurité très faible. Enfin, très faible. Sécurité faible. Si vous utilisez des jetons Avalanche sur la blockchain Ethereum, sécurité faible. Alors, il dit, là il parle juste du point de vue de la sécurité, mais comme il disait que, en fait, pour attaquer les chaînes, c'est pas moi qui le dis, pour attaquer les chaînes, il faut attaquer toujours la smaller chain, alors quand même, entre Avalanche et Ethereum, elles sont quand même balèzes, donc les chaînes. Elles sont balèzes, donc en fait, vu que les chaînes sont balèzes, pour les attaquer du point de vue 51, il faut quand même avoir de sacrés fonds. Par contre, s'il aurait pris une autre layer 1 beaucoup plus petite, en market cap, beaucoup plus petite, bah là, il aurait pu écrire very low, enfin, extrêmement fort, risque extrêmement fort. Et du coup, ensuite, il continue, et du coup, ça vient avec ce que je viens de vous dire, que quand vous utilisez un roll-up, selon Vitalik Buterin, ils peuvent rien voler parce que la sécurité, elle est assurée par la chaîne qui est précédente, donc par le layer 1. Donc en fait, de layer 1 à layer 2, d'un point de vue de la scalabilité, selon Vitalik Buterin, c'est sécurisé. Et donc là, il donne l'exemple de Ethereum. Si vous avez des jetons Ethereum et que vous les utilisez sur Arbitrum, vous êtes en sécurité. Si vous avez des jetons Optimism et que vous utilisez sur Ethereum, pareil, haut niveau de sécurité. Et là, si vous utilisez des jetons Arbitrum et ZK Sync, donc là c'est sur deux layers 2 différents, comme la sécurité elle est assurée par Ethereum, vous êtes en sécurité. Donc là normalement c'est clair pour vous. Normalement c'est clair pour vous. Donc, alors je lis le chat. Deep Blue, salut Nono, je viens d'arriver, tu parlais des petites chaînes et des grosses chaînes. Je dirais même very low. Oui voilà c'est ça. ETH classique je dirais low, pas medium. High, t'as déjà eu 2 précédentes attaques avec succès en plus sur elle. Ouais, c'est vrai, il y a longtemps, il y a déjà eu des attaques 51 sur Ethereum Classic. Enfin bref, peu importe. Mais oui, lui, il met ça, mais Ethereum Classic, ils sont encore sur l'ancien modèle de consensus de validation. Alors que là, le nouveau Ethereum, il a quand même été changé, donc c'est pour ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, lui-même aussi, s'il n'avait pas changé, lui-même il aurait dû dire, et ça, il l'aurait jamais fait, mais ça veut dire que même Vitalik Buterin, il aurait dû dire, ma blockchain, elle est en faible sécurité, mais ça, il l'aurait jamais fait. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, bien sûr, hein. C'est plus le cas, parce que le mécanisme, il a évolué, il a changé, est amélioré, etc. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin que ça, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que dedans, il y a plein de gens qui ont réagi à tout ça. Et il y a des gens pro Polkadot qui ont réagi, il y a des gens pro Cosmos qui ont réagi,
On va regarder un petit peu la suite, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant et que j'aimerais vous faire part. Et là, on a un YouTuber, donc là, on pourrait dire c'est moi, mais chez Cosmos, on va dire ça. C'est que lui, il poste des trucs que sur Cosmos. C'est un portugais, je crois, enfin un anglais, un truc comme ça. Et du coup, il explique, en fait, il répond au tweet de Vitalik, et il explique que sur Cosmos, avez-vous examiné la prochaine implémentation de la sécurité interchaîne de Cosmos ? Il dit, comment pensez-vous qu'il s'intègre dans le paysage des modèles de sécurité partagés actuels ? Et donc en fait, quand on lit, on voit le nouveau processus de sécurité implémenté que Cosmos propose, et qui est génial, hein, et que ça va régler certains problèmes. Il le propose, mais il l'impose pas. Ok ? Et c'est ça toute la différence. En fait, c'est vu qu'il le propose, ça veut dire que ceux qui utiliseront, et j'espère que qu'est-ce qui se passe, c'est que j'espère que pour eux, en tout cas, j'espère que chez Cosmos, les petites chaînes, j'espère qu'elles utiliseront ce système-là que Cosmos a mis en place, parce que au moins ça sécurisait toutes les El Famoso smaller chaînes, toutes les petites chaînes. Et s'ils le font, au moins ça rendra Cosmos beaucoup plus robuste d'un point de vue seul de la sécurité. Et en fait, toute la subtilité, elle est sur le point que c'est facultatif. Et vu que c'est facultatif, en fait, ils peuvent avoir le choix de l'utiliser ou non. Mais dans ce cas-là, sur Cosmos, les blockchains, elles fonctionnent encore toutes, un peu comme il disait Vitalik Buterin, elles fonctionnent encore toutes, un peu comme des sidechains, sauf qu'elles sont indépendantes. C'est plein de blockchains indépendantes. C'est plein de blockchains parallèles indépendantes, et vu qu'elles sont indépendantes, leur sécurité, elle est aussi indépendante. Et vu que là, Cosmos va proposer, je crois que c'est au mois de mars, il n'y a pas la date, mais ils vont proposer prochainement une sécurité partagée, mais la sécurité partagée, elle sera facultative. Du coup, tous ceux qui vont utiliser la sécurité partagée, ils seront en sécurité par rapport à ces problèmes d'attaque 51, mais tous ceux qui ne l'utilisent pas, ou qui oublient, ou qui ne savent pas, ou qui ont pas trop ils savent pas trop comment ça se passe, Q1, ouais, on me dit dans le Q1, eux, en fait, ils ont toujours ce risque-là de la smaller chain qui peut se faire attaquer en attaque 51. Donc, en fait, ils proposent une solution, et c'est absolument génial ce qu'ils font, mais en fait, ils devraient inciter, je sais pas, mais ils devraient trouver un mécanisme pour inciter et, entre guillemets, forcer à utiliser ça. Parce que ça sécurise les utilisateurs, et ça empêche les hacks entre les différentes blockchains, où généralement, c'est la petite qui pourrait se faire attaquer. Qui pourrait, hein. Je dis pas que ça va arriver. Je souhaite surtout que ça n'arrive pas, au contraire. Il faudrait que ça n'arrive jamais. Mais ça peut, malheureusement, ça peut. Et du coup, on en a un autre. Et là, c'est Robert Habermeyer, qui est le cofondateur de Polkadot, avec Gavin Wood et un troisième. Et il dit, la sécurité partagée signifie que vous ne pouvez pas attaquer une chaîne à 51% sans attaquer toutes les autres blockchains. Ça veut dire que ça soit chez Ethereum ou que ça soit chez Cosmos, en fait, la sécurité partagée, une fois qu'ils ont une sécurité partagée, en fait, pour pirater, ça devient quasiment impossible, parce qu'ils doivent attaquer tout le monde, si vous voulez. Et du coup, ça change tout. Ça change tout. Sauf que, voilà, c'est pas encore le cas, et il faudrait que ça se mette en place, etc. Mais on voit que... alors, il y a eu aussi des trolls dans le chat, genre des mecs de Polkadot et tout, qui disaient « Ouais, mais pourquoi tu parles jamais de Polkadot ?» Puisque c'est exactement ce qu'ils proposent. Depuis longtemps. Mais sauf que le problème, c'est que Vitalik Buterin, ce qu'il propose, ça peut mettre 2, 3, 4, 5 ans à être mis en place, et ça peut durer très longtemps. Donc Vitalik Buterin, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va juste et uniquement dans le roll-up. Donc en fait, il veut aller à fond dans les roll-up en disant, en fait, si vous êtes un roll-up, vous faites partie d'Ethereum. Et donc comme vous êtes un roll-up et que je peux assurer la sécurité de tout le monde, dans ce cas-là, vous faites partie de mon écosystème. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose le petit pouce, ça fera plaisir. Je suis dispo sur Twitter et sur Twitch, lien dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était un plaisir. Et à la prochaine, ciao.